L'Allemagne comme vous ne l'avez jamais vue. Nous allons voyager à travers le temps et l'espace. Sur les traces d'océans dans les montagnes et de forêts tropicales disparues depuis longtemps. Nous verrons comment les hommes d'autrefois chassaient et comment ils ont modelé la nature. Ce voyage est aussi celui de l'Allemagne à travers la planète. Car il y a très longtemps, elle se situait près de l'équateur. Au début du siècle dernier, l'existence de créatures mystérieuses et primitives était d'ores et déjà connue. De nombreux indices d'une Allemagne très ancienne, peuplée par des êtres surprenants, étaient apparus au fil du temps. Cet os appartient à l'une de ces créatures extraordinaires d'une autre époque. L'ère des dinosaures vient de commencer. Pendant 150 millions d'années, ce sont eux qui vont dominer l'écosystème terrestre. Ces platéosaures sont des poids légers comparés à leurs descendants. Et pourtant, ces grands herbivores sont bien trop lourds pour les sols marécageux qui apparaissent de toutes parts. Les géants s'enfoncent dans la vase. Cette espèce au long cou a laissé de très nombreux fossiles dans la région. Elle porte le surnom de dragon Swab. C'est d'ailleurs ici, dans l'actuel Swab, que débute l'histoire des dinosaures d'Allemagne. Le premier os trouvé n'était que la partie visible de l'iceberg. Mais revenons un peu en arrière. La jeune Terre est une boule de feu. Elle n'a encore rien de notre planète bleue. Peu à peu, la Terre incandescente refroidit. Puis apparaissent des cours d'eau, des lacs et des océans. La toute première forme de l'Allemagne émerge des océans près de l'équateur, à des milliers de kilomètres au sud de sa position actuelle. Cette époque lointaine s'appelle le Carbonifère. Une étrange ambiance règne dans la forêt. Il n'y a pas encore d'oiseaux.
Le climat est chaud et humide, et la concentration atmosphérique en oxygène est très élevée. Les plantes sont luxuriantes et colossales, comme les fougères arborescentes qui mesurent près de 20 mètres de haut. Des mille-pattes géants peuvent atteindre 2 mètres de long. Les urodèles sont les premiers vertébrés à fouler la terre ferme. En l'espace de quelques millions d'années seulement, ces amphibiens ont développé des pattes et des poumons. Et pour la première fois, des animaux s'élèvent dans les airs. Dotés de 4 ailes commandées individuellement, les libellules géantes sont des chasseuses d'une redoutable précision. Les forêts tropicales produisent d'énormes quantités d'oxygène. Dans ce mélange d'air explosif, un orage déclenche facilement un incendie. À cette période, l'Allemagne se situe au point de jonction entre 2 masses continentales gigantesques. De leur collision naît une chaîne de montagnes dont l'altitude devait correspondre à celle des Alpes aujourd'hui. Mais sitôt apparue, elle commence à s'éroder. Les marais forestiers sont ensevelis sous les gravats. Des forêts repoussent pour être inondées par les mers, puis recouvertes de sable et d'éboulis. Un processus qui se répète pendant des millions d'années. Privés d'oxygène, les végétaux ne se décomposent pas entièrement, ils se transforment. D'abord en tourbe, puis en lignite, et enfin en houille. Il y a 700 ans, commence l'extraction de charbon dans le bassin de la Ruhr. Une fois le minerai découvert près de la surface, on descend au creux de la terre dans les mines. L'énergie, initialement enfouie dans les plantes, refait surface. La soif intarissable d'énergie amène à percer d'innombrables couloirs et galeries sous les villes situées dans les bassins houillés. À ciel ouvert, on construit des centrales thermiques au charbon. Elles transforment le combustible fossile en énergie, au nom de la croissance et du progrès. Dans les terrils de charbon, les forêts ensevelies de l'Allemagne ressurgissent. Il en subsiste les contours délicats que les colosses de l'écosystème primaire ont laissés dans les strates de charbon. Les fougères arborescentes et les mille-pattes géants ont été immortalisés dans la roche. Des troncs de lycopodes, longs de 40 mètres, se sont fossilisés. Ainsi que des libellules, qui, mis à part leur taille démesurée, sont à peine différentes de leurs cousines actuelles. En effet, la structure anatomique du Calopteryx éclatant n'a pas changé au cours de ces millions d'années. Pour pouvoir grandir, les insectes se séparent régulièrement de leur carapace de chitine.
extrêmement légères et résistantes. Leur corps est divisé en segments et possède un squelette externe. Après la dernière mue, l'insecte déploie ses ailes. Le voilà devenu adulte. Quant aux descendants des urodèles, ils ont gardé eux aussi les mêmes caractéristiques depuis l'apparition de leur espèce. Ils continuent à passer la première étape de leur vie dans l'eau en respirant avec des branchies. Puis, leurs pattes et leurs poumons se développent et ils peuvent quitter l'eau pour se déplacer sur la terre ferme. C'est comme si on assistait à l'histoire de l'évolution en accéléré. Des premières hautes montagnes d'Allemagne, il ne reste plus aujourd'hui que des collines. L'érosion a élimé jusqu'à la base les massifs du Carbonifère. Les gravats des sommets érodés ont comblé les vallées. Les témoins vivants sont les régions de moyenne montagne, le Harz, le massif schisteux rhénan ou la forêt de Bavière. Dans les vallées, sur un sol argileux et étanche, l'eau s'accumule et forme souvent des lacs. Comment imaginer la mer originelle à la place de ce paysage verdoyant? La mer germanique, ou mer du Zerstein, recouvre une grande partie de l'Allemagne. Rien ne laisse encore présager de la catastrophe sans précédent qui se produira après le Carbonifère. Des températures désertiques règnent sur le continent. Les amphibiens se retrouvent dans un écosystème aride. Mais leur espèce ne s'éteint pas pour autant. Ils continuent à survivre et à évoluer près des points d'eau. Les nuages qui se forment au-dessus de la mer n'atteignent que rarement l'intérieur des terres. En l'absence de pluie, d'immenses déserts apparaissent. Dans la chaleur brûlante des déserts, les reptiles possèdent un avantage. Leur peau et leurs œufs sont protégés contre l'évaporation. Pendant 150 millions d'années, les montagnes subissent l'érosion et se retrouvent submergées par des mers qui apparaissent et disparaissent. Elles laissent derrière elles des vallées profondes et poussiéreuses, traversées par des rivières et des ruisseaux. Les poissons-grenouilles se sont adaptés d'une façon très particulière à la vie hors de l'eau. À la place de poumons, ils ont développé des arcs branchiaux qu'ils remplissent d'eau et approvisionnent en oxygène en prenant des inspirations régulières. Les poissons-grenouilles ne sont pas une espèce à mi-chemin entre poissons et quadrupèdes. Mais ils sont la preuve que presque chaque défi peut avoir une solution. L'adaptation des animaux à la vie terrestre peut durer jusqu'à 100 millions d'années. Les crabes ont franchi le pas eux aussi. À marée basse, ils explorent le sable à la recherche de nourriture. Malgré l'ingéniosité des modes d'adaptation de la faune et de la flore, la nature doit souvent battre en retraite. Plus de 80% de toutes les espèces animales terrestres et maritimes ont disparu à la fin du Permien. Une série d'éruptions volcaniques a très probablement provoqué leur extinction. Le chaos climatique s'installe.
Dans la mer se créent des zones mortes, dans lesquelles des fleurs d'algues et des bactéries épuisent les réserves d'oxygène et empoisonnent toute forme de vie. Ce type de phénomène a souvent mené à l'extinction d'espèces entières. Les vestiges des déserts primaires restent omniprésents encore aujourd'hui. Dans le massif du Pfälzerwald, en Palatinat, des strates de sable et d'argile superposées forment des parois de 400 mètres. Autrefois, le grès bigarré emplissait également les vallées et caractérisait tout le massif. Dans cette roche très friable, l'érosion a créé des formations rocheuses tout à fait singulières. De vastes forêts s'étendent aujourd'hui sur le centre de l'Allemagne et recouvrent les chaînes de montagnes et les vallées de l'ère primaire. À première vue, cet océan de verdure peut sembler monotone, mais il cache un écosystème aussi riche que surprenant. Les forêts de hêtres poussent sur les flancs des massifs de moyenne montagne, tandis qu'en altitude, ce sont les résineux qui dominent. Malgré leur apparence de milieu naturel non perturbé, ces forêts ne sont plus sauvages depuis longtemps. Ici, le visage de la nature est marqué par la sylviculture et la chasse. Autrefois, la cigogne blanche faisait partie des habitants de la forêt alluviale. Elle nichait dans les arbres bien avant de prendre place sur les cheminées, lorsque l'homme a assujetti l'habitat naturel de l'espèce. Toutefois, depuis des temps immémoriaux, la forêt représente pour l'homme un lieu magique entouré de mystères. Les forêts sombres ont inspiré beaucoup de légendes et de contes. Et dans le calme de la nuit, la présence des forêts primaires reste palpable jusqu'à nos jours. Mais à beaucoup d'endroits, les rêves de forêts primaires ont viré au cauchemar. La houille extraite des profondeurs de la Terre et rejetée dans l'atmosphère sous forme de fumée s'échappant de nos cheminées accélère le réchauffement climatique. Les nombreuses plantations forestières, composées d'une seule espèce, d'épicéa par exemple, sont fragilisées. Les tempêtes hivernales y font souvent des ravages et dévastent des régions entières. L'homme assiste alors impuissant à la destruction des forêts qu'il a plantées et entretenues pendant de longues années. Au sein du parc national de la forêt bavaroise, on laisse volontairement les arbres déracinés sur place et la forêt se régénérer par elle-même. Ce sont les parasites qui se chargent de son entretien. Des insectes ravageurs comme les bostriches y sont à l'œuvre. Ils pondent leurs œufs dans le bois. Et lorsque les larves éclosent, elles entament le festin sans tarder.
Tel un fléau biblique, les insectes envahissent littéralement la forêt d'épicéas. Mais chaque fin est un nouveau départ. Sans prêter de bonnes intentions aux parasites, ils contribuent cependant à donner naissance à une nouvelle forêt, plus sauvage et plus diversifiée. Et les champignons décomposent le bois mort pour les forêts vierges du futur. À l'œil nu, il est impossible d'observer la croissance des champignons qui poussent en quelques jours seulement. Et il est encore plus difficile pour nous de concevoir que les organismes vivants se pétrifient avec le temps. Ce qui de prime abord semble immuable est en réalité en perpétuelle transformation. Des continents entiers se déplacent, des espèces animales et végétales disparaissent et laissent la place à d'autres. Mais les durées de ces transformations sont tellement importantes que nous ne pouvons que deviner l'ampleur de ces mutations. Quelques centimètres de roche peuvent donner un résumé de plusieurs millénaires d'histoire. Une carrière en Bavière fait apparaître au grand jour des vestiges de l'ère primaire. Dans les différentes strates de la roche, les témoins muets d'une époque lointaine refont surface. La région se trouvait autrefois au bord d'une mer. De vastes lagunes bordaient les côtes et des récifs de corail longeaient le littoral. Quant à la vie terrestre de la Bavière primaire, elle est extrêmement mouvementée. Bienvenue dans le Jurassic Park d'Allemagne. Sous le Jurassique, les sauriens règnent sur toute la planète. Agiles dans les airs, rapides prédateurs ou géants blindés, ils occupent presque tous les habitats de leur écosystème. Les îles de la Bavière primaire sont peuplées de sauriens carnassiers très agiles, comme ce Compsognathus, qui se nourrit d'une espèce proche de la sienne, mais de plus petite taille. De ces temps sauvages, date aussi une créature étrange, l'Archéoptérix, doté de griffes et d'une longue queue osseuse. La première trace d'Archéoptérix est découverte en 1860 dans une carrière de calcaire. Très vite, on découvre également le squelette fossilisé d'un saurien qui possédait des plumes. S'agit-il d'un oiseau? Les découvertes suscitent de nouvelles interrogations. Charles Darwin vient de publier sa théorie sur l'origine des espèces, et le fossile devient rapidement un sujet de controverse. Pour les uns, il est la preuve que les oiseaux descendent des dinosaures. Pour les autres, il s'agit d'une curiosité exotique, mais en aucun cas d'un maillon entre deux espèces. Tous font erreur. Chaque strate de roche calcaire révèle un nouveau fossile qui provoque la surprise.
Contrairement aux suppositions générales, l'Archéoptérix n'a pas été le premier dinosaure à plumes. Mais si les plumes des petits sauriens carnassiers ne leur servent pas à voler, quelle est donc leur utilité? Les reptiles de nos jours sont des animaux à sang froid. Ils se réchauffent en s'exposant au soleil. Longtemps, on a supposé la même chose à propos des dinosaures. Mais les fossiles sont les seuls témoins de la faune du Jurassique. La roche peut cependant dévoiler plus d'un mystère. Les fossiles renferment notamment des structures intactes extrêmement fines. À l'université de Bonn, ces microstructures font l'objet de recherches. Les chercheurs ont découvert des anneaux de croissance, comme ceux des troncs d'arbres, sur les os de grands sauriens herbivores. Les échantillons des os révèlent aussi que chez beaucoup de dinosaures, les anneaux sont très espacés, ce qui indique une croissance rapide propre aux animaux à sang chaud. Et comme souvent, il faut réécrire l'histoire. La plupart des dinosaures n'avaient rien en commun avec nos sauriens actuels. Des sauriens à plumes qui se tiennent sur deux pattes et couvent leurs œufs grâce à la chaleur de leur corps, puis apportent la nourriture à leur progéniture. Les points communs semblent explicites. Les premiers ancêtres des oiseaux se servaient déjà de leur plumage pour maintenir leurs œufs au chaud, mais aussi pour impressionner leurs partenaires de reproduction. Les fossiles indiquent que les plumes des dinosaures étaient colorées, comme chez nos oiseaux. Quant au battement d'ailes vraiment abouti, il s'est développé plus tard au cours de l'évolution. L'aigle royal, qui guette sa proie du haut de son perchoir, est un descendant des dinosaures, au même titre que le merle ou le moineau. L'habitat de l'aigle, creusé de sillons, de brèches et de plis, évoque un visage marqué par le temps. Mais c'est une impression trompeuse, car les Alpes sont une chaîne de montagnes relativement jeune, qui se trouvait encore sous l'eau il y a 200 millions d'années. Les vestiges de la mer disparue sont aujourd'hui contenus dans le calcaire de Dachstein des Alpes. Les empreintes mystérieuses dans le massif rocheux sont longtemps restées une énigme. Elles appartiennent aux habitants d'une mer chaude qui recouvrait autrefois les Alpes. L'Allemagne de l'époque ressemble en grande partie à un paysage tropical sous-marin. Au sud, un fossé profond comblé par la mer sépare le continent africain du continent européen. Les côtes sont bordées de récifs qui atteignent jusqu'à 1000 mètres de haut. Les petits habitants des fonds marins ne baissent jamais la garde face aux redoutables sauriens qui partagent leur habitat. Et près de l'actuel Berchtesgaden, l'obscurité n'offre guère de répit dans les récifs.
Aujourd'hui, c'est une mer de nuages qui remplace l'océan primaire, dont le fond s'est plissé pour former nos montagnes. Une surface de 1000 km de large a ainsi été réduite à une centaine de kilomètres. Le paysage abrupt des montagnes est né de la collision de deux continents. Du côté sud, l'Afrique se presse contre l'Europe. À un rythme infiniment lent, la croûte terrestre se fracture, se plisse et les plaques se superposent. C'est ainsi que le massif calcaire des Alpes s'élève à partir des fonds d'un océan primaire. Le fond marin de l'océan primaire se transforme en rocher géant que l'eau dévale en cascade. De toute sa force intarissable, l'eau érode la montagne pierre par pierre. Les faucheux sont les témoins de ces mutations depuis des millions d'années. Aujourd'hui, de nombreuses espèces sont menacées, car l'homme réduit leurs habitats. La vie sous-marine des lacs alpins est tout aussi mystérieuse que celle des océans de l'ère primaire. Ici aussi, l'évolution a mis au point des stratégies de survie exceptionnelles. Dans ces lacs limpides et pauvres en substances nutritives, pousse l'utriculaire, une plante de l'ère primaire dont l'alimentation est des plus singulières. Afin d'obtenir l'azote dont elle a besoin, l'utriculaire agrémente son menu de petits crabes et de vers. Ces proies sont longuement digérées dans les utricules de la plante. À l'époque des dinosaures, les ancêtres du brochet chassaient déjà dans les eaux bavaroises. Le lac Koenigsee se situe à 600 mètres au-dessus du niveau actuel de la mer. Le brochet et l'utriculaire chassent sur les vestiges des barrières de corail et des récifs, qui culminent aujourd'hui sur les crêtes, bien au-dessus de la limite des arbres. En quelques millions d'années, le biotope s'est entièrement transformé. À 1000 mètres d'altitude, la marmotte s'est parfaitement adaptée au frimas du climat alpin. À la différence d'autres mammifères, elle ne peut pas rafraîchir son corps en haletant. Dans un environnement plus chaud, elle ne pourrait pas livrer de combat pour défendre son territoire. Mais comment les espèces se développent-elles et comment l'évolution accomplit-elle son œuvre? Tandis que les Alpes s'érigent et deviennent les sommets les plus hauts d'Allemagne, une révolution multicolore s'annonce. Des plantes à fleurs apparaissent, accompagnées d'insectes parfois spécialistes d'une seule espèce de fleurs. Fleurs et insectes ne peuvent survivre les uns sans les autres. Nourris par le nectar, les insectes, en contrepartie, pollinisent les fleurs au cours de leur passage et assurent la reproduction des plantes. Un échange et une adaptation réciproque dont l'origine demeure un mystère. La haute montagne se caractérise par un environnement abrupt qui met toute forme de vie à rude épreuve. Avec l'altitude, les températures baissent et les plantes se raréfient.
Mais celles qui résistent au froid, au soleil et à la sécheresse sont de vrais spécialistes. Là où aucun arbre ne pourrait survivre, s'étend le royaume du pin des Alpes. Sa croissance est très lente et il peut vivre jusqu'à 1000 ans. Grâce à leurs troncs noueux et à leurs bois denses, ces arbres résistent aux tempêtes violentes et aux vents glacials qui sont fréquents à cette altitude. Le sort du casse-noix moucheté est intimement lié à celui du pin des Alpes. Chaque année, ce petit descendant des dinosaures collecte inlassablement une grande quantité de pommes de pin. À l'automne, un seul individu peut approvisionner jusqu'à 6000 garde-manger bien dissimulés. Lorsque l'hiver arrive, il peut puiser dans ses réserves. S'il est capable de retrouver la plupart d'entre elles, certaines lui échappent, et beaucoup de graines ainsi disséminées donneront de jeunes arbres au printemps. Le casse-noix moucheté a besoin du pin des Alpes pour sa survie, mais il contribue à son tour à la subsistance de l'espèce. Un équilibre fragile à la limite des arbres. Ce territoire, qui appartenait autrefois au fond marin, accueille aujourd'hui des acrobates hors pair. Sous le regard perçant des aigles, les jeunes chamois explorent de nouveaux itinéraires. Ils ont beau être agiles, ces animaux n'échappent pas toujours aux chutes de pierres et aux avalanches, qui font régulièrement des victimes, en particulier chez les chevreaux. Et les aigles sont à l'affût. Les bouquetins et les chamois se hasardent sur les éboulis escarpés à la recherche d'une substance vitale, le sel. Le mouvement de l'Allemagne qui remonte de l'équateur vers le nord s'accompagne d'un assèchement des mers peu profondes et les transforme en déserts de sel. Les mers du Permien ont également laissé des traces ici, dans l'extrême sud de l'Allemagne. Aujourd'hui, près de Berchtesgaden, des mines de sel sont toujours présentes au creux des Alpes. Les gisements s'étendent sur plusieurs kilomètres au cœur de la montagne. Et à certains endroits, la roche saline fait 1000 mètres d'épaisseur. Au cours de la formation des Alpes, les dépôts de sel sont déformés, déplacés et repoussés vers la surface. Leurs contours suivent très distinctement le plissement du massif. Depuis presque 500 ans, on extrait du sel à Berchtesgaden. Les foreuses longent les veines de sel et les puits pénètrent au cœur de la roche saline. Quant à l'extraction, elle est réalisée par l'eau de la montagne, qui détache le sel de la roche.
La salinité de l'eau est comparable à celle de la mer Morte. Et c'est le même processus qui se répète à l'infini. L'eau s'évapore et laisse derrière elle le sel précieux. Des centaines de millions d'années ont laissé leur marque dans la roche et renouvelé sans cesse le visage de la Terre. La période de plusieurs millions d'années qui a connu l'apparition puis la disparition de colosses, comme le platéosaure, ne représente qu'un fragment de ces espaces de temps immenses. Le petit Compsognathus continuerait certainement à hanter nos vallées alpines. Si cet accident cosmique ne s'était pas produit. L'impact propulse d'énormes quantités de poussière dans l'atmosphère terrestre. Le Soleil s'éclipse pendant plusieurs mois et les températures chutent considérablement. Plus de la moitié des espèces disparaît. Quant à savoir si la météorite est seule responsable du déclin des dinosaures, les chercheurs continuent à en débattre. Mais une chose est sûre, voici venu le temps des mammifères. À l'ombre des sauriens, les tout premiers mammifères, de petits êtres insignifiants, s'étaient déjà développés. Mais la disparition des colosses leur laisse désormais le champ libre.